Et bonjour, bon réveil, merci d'avoir choisi Move pour attaquer votre journée. Nous sommes le vendredi 20 septembre 2024. Il est 8h05, c'est On n'est pas fatigué en direct. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège, de recevoir Paul Larouturou qui est reporter politique. Salut Paul. Bonjour Lorenzo, bonjour à tous. Et pour t'interviewer, j'accueille aussi autour de la table Valentin, notre monsieur interview de l'équipe. Salut Lorenzo, salut Paul, comment ça va? Merci de m'accueillir, super bien. On va parler politique, ça vous a pas échappé depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin dernier, c'est le chaos politique. Hier, Michel Barnier, notre nouveau Premier ministre de droite, a proposé un gouvernement à Emmanuel Macron. Il attend maintenant son feu vert. On en parle beaucoup sur les réseaux, les jeunes s'y intéressent, mais c'est pas toujours facile de tout comprendre dans cette période troublée. Alors pour décrypter tout ça, on va profiter d'avoir avec nous le nouveau visage des réseaux sociaux de TF1 Info, l'ancien reporter de quotidien Paul Larouturou. Paul, après 15 ans de métier, est-ce que ça t'arrive encore d'être étonné par la tournure que prennent parfois les événements politiques? Mais tous les jours. Tu parlais à l'instant là du 9 juin. C'était une véritable dinguerie. C'est-à-dire je sais la soirée présidentielle, le camp présidentiel, je l'ai appris 20 minutes avant l'allocution. Ma première source, j'étais pas sûr, et la deuxième source, j'étais avec mon équipe, Eglantine et Anta, et vraiment c'était complètement ouf quoi. Et d'ailleurs on n'a toujours pas bien compris ce qui se passait. Ça reste très très compliqué encore aujourd'hui, et donc on sait tu en parlais, un gouvernement probablement de 38 ministres qui a été proposé au président de la République, mais on n'a toujours pas encore, donc ça fait quand même un petit moment. On est quand même, je rappelle, fin septembre, on va arriver en octobre. C'est rassurant de savoir que t'en es au même stade que nous. Et ce matin, vous l'aurez compris, on est avec Paul Larouturou, ancien chroniqueur et reporter politique chez Quotidien. Aujourd'hui, tu traites toujours l'actualité politique chez TF1 Info. Mais tu es passé exactement à 100% sur les réseaux sociaux, en l'occurrence de oui, TF1 Info. Je pense qu'avec l'actualité qu'il y a en ce moment, tu dois pas vraiment t'ennuyer. Non. Est-ce que c'est toujours, parce que moi je me pose la question, est-ce que c'est toujours stimulant pour un reporter politique de vivre des périodes comme ça? Bien sûr. Non, mais on disait tout à l'heure que c'est tout simplement historique en fait, la dissolution, et même dans les périodes de creux, en fait, l'enjeu pour nous, les reporters politiques, c'est d'être pédagogique, parce qu'on lit de plus en plus de bêtises. En tout cas, j'ai le sentiment là sur les réseaux, et donc notre travail, c'est d'être sur le terrain et de raconter. Donc évidemment, quand il y a une dissolution, ou là quand on attend un gouvernement, c'est facile de surfer sur cette vague-là. Mais même dans les périodes creuses, en fait, la politique, elle est partout dans nos vies. Moi, je considère que tout est politique. Donc en fait, moi, j'ai la chance de faire un métier où je ne m'ennuie jamais et où je rencontre des gens différents tous les jours, et c'est génial. Une chance. On peut facilement concevoir que pour un reporter politique, la période actuelle, elle est passionnante. Mais quand même, en juin dernier, on a cru que potentiellement l'extrême droite allait arriver au pouvoir. Là, on n'a pas de gouvernement aux affaires depuis 3 mois. On va peut-être avoir une crise de régime. Est-ce qu'il y a aussi un côté inquiétant que tu ressens toi aussi en tant que citoyen, quoi? Bien sûr, non, mais il y a un vrai danger de... tout simplement, le gouvernement, comme tu l'as dit, ça a mis très 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 longtemps, donc que la France tout simplement soit bloquée. C'est pas une question d'engagement politique. Donc oui, il y a eu un moment historique dans tous les sens du terme, un moment dramatique au sens où vraiment il fallait que chacun soit au rendez-vous. Et moi, à mon niveau, si je fais pas trop mal mon métier, normalement vous ne savez pas pour qui je vote. En tout cas, c'est mon objectif. Si vous le savez, c'est que je suis mauvais. Et il faut être pédagogique. Et donc oui, nous on a vraiment, je pense que vraiment nous les journalistes, on a un très grand rôle, quoi. En tout cas, ce moment politique hyper intense, je pense qu'il incite beaucoup de jeunes à s'intéresser à ce qui se passe. Ça se voit même sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de contenus, etc. qui sont produits. Est-ce que tu penses que le moment qu'on est en train de vivre, il incite les Français à se politiser, à vraiment s'intéresser à la politique? Oui, parce que si vous vous intéressez pas à la politique viendra à vous. Donc oui, évidemment, mais je pense que les Français, par rapport à d'autres peuples, même à d'autres peuples latins, je pense qu'on est un peuple particulièrement politique. On parle toujours politique, notamment à Noël, quels que soient nos engagements. Donc je pense qu'on était déjà politique, mais là qu'effectivement la politique est absolument partout, que ce soit la dissolution ou là actuellement le remaniement. C'est vrai que moi j'ai énormément de gens sur les réseaux qui me posent plein de questions, donc j'essaie de répondre et je suis content d'être à votre micro ce matin. Pour faire un point justement sur l'actu chaude, hier tu étais devant Matignon. Le Premier ministre Michel Barnier, il a proposé un gouvernement à Emmanuel Macron, donc un gouvernement de droite qui comprendrait notamment 7 ministres macronistes sur 16. 38 ministres en tout, ouais. Donc les perdants des élections, des législatives sont plutôt bien servis. Est-ce que les Français ils doivent enterrer leurs espoirs d'avoir une politique de rupture? Elle est bonne ta question. Elle est dure, elle est à la fois simple et compliquée. Alors, j'ai entendu notamment le journal de tout à l'heure. Ce qui est un petit peu compliqué avec le nouveau Front Populaire, c'est donc
Parce que tout à l'heure, à 8h, c'était de dire, effectivement, il y a une majorité relative, en tout cas le plus de députés sont issus du nouveau Front Populaire, qui ont désigné Lucie Castet. Le président Macron a dit merci, non, j'en veux pas. Après, il a très longuement hésité entre Bernard Cazeneuve, donc vous connaissez l'ancien Premier ministre de François Hollande, et Xavier Bertrand, l'ancien ministre notamment de Nicolas Sarkozy. Aucun des deux ne l'ont fait pour deux raisons différentes. Je viens très rapidement. Bernard Cazeneuve, c'est parce qu'il n'avait pas le soutien, notamment parce que je suis pas sûr qu'Emmanuel Macron voulait, notamment parce que Bernard Cazeneuve voulait revenir sur la réforme des retraites, et ça passait pas du tout. Et dans son propre camp, on a vu que certains socialistes ont dit qu'ils ne voteraient pas. Et donc il y avait, vous savez, la question d'avoir une majorité, qui est la grande question. Le président Macron disait, je ne peux pas nommer un Premier ministre qui va tomber dans 1, 2 ou 3 semaines et qui va être renversé. Donc c'est quand même une question particulièrement compliquée. Xavier Bertrand, c'est une autre question, c'est Marine Le Pen, qui a, comme on le sait aussi, beaucoup de députés, a dit, il n'y a pas moyen que ce soit Xavier Bertrand. Donc c'était ni Xavier Bertrand, ni Lucie Castet, ni Bernard Cazeneuve. Et donc à partir de là, ça a été très 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 long. Et donc son secrétaire général, Alexis Collère, lui a dit, moi j'ai un nom, c'est un ancien commissaire européen qui s'appelle Michel Barnier, qui donc effectivement, tu en parlais, et LR. Et là, il a mis plusieurs longues journées de conciliabule à faire un gouvernement. Et puis là, il y a eu un psychodrame avec Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, qui a dit, excusez-moi de vous déranger, mais il n'y a pas assez de députés du camp macroniste. Et donc, il y a eu une grosse un gros bras de fer, puisque donc Gabriel Attal a demandé à être reçu par Michel Barnier. Michel Barnier dit, en fait, tu passeras plutôt demain, donc il y a eu un bras de fer. Et hier, donc c'était, tu en parlais, devant Matignon, la réunion de la dernière chance. C'est comme ça que l'entourage du nouveau Premier ministre nous a dit, c'est vraiment, en gros, soit c'est ça, soit il a vraiment laissé entendre qu'il pouvait démissionner. Donc c'était une vraie, pas explicitement, mais c'était coup de pression. Ouais, vrai gros coup de pression. Et donc on a attendu toute l'après-midi devant Matignon hier. Et effectivement, donc le Premier ministre hier soir a proposé une liste de 38 noms avec un peu moins de LR et avec a priori suffisamment de ministres issus des rangs macronistes pour les satisfaire. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu as dit Emmanuel Macron ne veut pas nommer Bernard Cazeneuve ou un représentant de gauche ou globalement quiconque s'opposerait à la réforme des retraites. Ouais. Une réforme qui a quand même été massivement contestée. Mais elle est passée. Elle est passée, bien sûr. Mais dans le cas d'une élection où il a été battu, est-ce que c'est normal que ce soit lui qui dise « moi je ne veux pas qu'on s'oppose à ma réforme des retraites » et qui choisisse et qui rompe avec un usage républicain qui veut que le Premier ministre il soit nommé et qu'il soit issu de la coalition qui a gagné les élections, ou en tout cas qui a le plus grand nombre de députés. C'est une question compliquée et là il y a... Pourquoi les journalistes politiques ils parlent pas plus de ça en fait ? Parce qu'ils suivent un petit peu quelque part le narratif d'Emmanuel Macron qui dit moi je veux pas faire ça et du coup ils disent ok bon bah il a dit il veut pas faire ça donc qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est à la frontière du journalisme et du militantisme en fait. Il y a à la fois la Constitution, ce que peut faire le président pour assurer la stabilité de la nation, et puis à certains moments une forme de mauvaise foi de sa part et de ne pas reconnaître effectivement le résultat des élections. Et c'est une question politique très compliquée celle que tu poses parce que nous on est là pour dire voilà la Constitution a dit ça. Il y a notamment une autre question qui est un peu connexe à ce que tu dis, c'est ce qu'on appelle le domaine réservé du président de la République en général. On dit que les affaires étrangères, que la défense et qu'évidemment le bouton nucléaire sont le domaine réservé du président de la République. Or, Michel Barnier a dit, excusez-moi, en fait, ça va plutôt être un domaine partagé. Et donc, si tu veux, il y a plusieurs interprétations des mêmes textes. Et donc, certains te disent qu'Emmanuel Macron a reconnu une défaite publiquement, et d'autres te disent qu'il n'a pas compris qu'il avait perdu le pouvoir. Moi, mon travail, c'est pas de porter des jugements de valeur, c'est juste moi, je couvre Emmanuel Macron depuis 2014, donc depuis 10 ans, je suis vieux, et c'est vrai que c'est très impressionnant la façon dont il a pris le pouvoir, et donc aujourd'hui, il a vraiment perdu une grande partie de son pouvoir, et il est empêché, et clairement, on a l'impression qu'il veut pas lâcher le manche, et qu'il veut pas donner les clés du camion. Mais là, en tout cas, ce qu'il a fait récemment, ces dernières semaines, à Michel Barnier, c'est qu'il lui a dit propose-moi un gouvernement et je déciderai en gros sur les affaires étrangères. A priori, ça va être Jean-Noël Barrot où évidemment il a donné son avis. Il a maintenu Sébastien Lecornu en ministre de la Défense, donc il a maintenu ce qui est relativement un domaine réservé, même si certains constitutionnalistes expliquent qu'en fait le domaine réservé n'existe pas. Et après sur notamment l'augmentation des impôts, ce qui est un point hyper important évidemment en politique. Là on a bien vu, je ne sais pas si vous avez suivi, Michel Barnier a dit peut-être qu'on va augmenter, Gérald Darmanin a dit attention, il a dit qu'il allait augmenter, donc toutes ces questions sont extrêmement compliquées et Emmanuel Macron te dira que si
évidemment, il respecte le résultat des élections, alors que Jean-Luc Mélenchon te dirait qu'évidemment, non, il ne les respecte pas. Compte bas de coq. Et nous sommes toujours avec Paul Larouturou, journaliste spécialisé dans l'actualité politique pour TF1 Info. Paul, bonjour. Paul, on voulait aussi parler avec toi un peu du rôle des médias dans le moment politique qu'on est en train de vivre depuis quelques mois. Oui. Pendant la campagne des législatives notamment, beaucoup d'observateurs des médias ont trouvé que la presse était de plus en plus complaisante avec le Rassemblement national. Ouais. Est-ce que de ton point de vue, la presse française a sciemment participé à la fameuse dédiabolisation du RN? Non, moi-même, j'essaie de couvrir le mieux possible et je suis pas du tout un donneur de leçons. Moi, je trouve que globalement, sans tomber dans l'autosatisfaction, je trouve qu'on essaie de faire le travail, quoi. Collectivement, quoi. On essaie de présenter chacun d'entre eux. Il y aura notamment un procès à la fin du mois sur les emplois présumés fictifs du Rassemblement national qui sont largement documentés dans la presse, avec notamment le rôle d'un Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui n'est pas dans la procédure, mais qui manifestement a lui aussi des petits problèmes pour justifier son emploi à l'époque. Donc j'ai l'impression que à la fois on couvre l'explosion, enfin la très grosse augmentation des voix, plus de 10 millions de voix quand même aux dernières législatives, donc il faut en parler. Moi-même, c'est marrant que tu poses cette question parce qu'effectivement j'ai pu être critiqué par certains pour avoir donné la parole à une militante qui s'appelle Colombe, qui était militante du Rassemblement national et qui m'expliquait pourquoi selon elle Marine Le Pen était la mieux à même de répondre à... C'est le matin, on n'est pas fatigué. La mieux à même de répondre à ces problèmes. Donc non, moi je prends le plus grand soin d'écouter vraiment les électeurs du Rassemblement national et je traite ce parti comme tous les autres partis en fait avec les mêmes principes déontologiques. Moi j'ai pas l'impression ni de les avoir diabolisés ni d'avoir dédiabolisés. Je suis assez bien placé parce que je me suis fait péter la gueule à l'époque par l'énergie de certains à l'époque du Front National en 2015 place de l'Opéra. J'ai pu aussi, ça s'est mal passé quand j'ai demandé lors d'un salon à Marine Le Pen, j'ai posé une question justement sur l'emploi présumé fictif de son garde du corps. Donc on est nombreux à avoir essayé de poser les vraies questions à l'époque et là il faut qu'on couvre le fait que de plus en plus de Français votent Rassemblement national, donc il faut tout simplement en parler, quoi. Tout simplement. Le plus subtilement possible. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui quand même, d'arriver à dire c'est ni blanc ni noir, c'est gris, quoi, et on va vous expliquer pourquoi c'est gris. Voilà. Ces derniers jours, il y a eu quand même des révélations assez scandaleuses concernant le camp présidentiel. On a appris que la ministre démissionnaire Aurore Bergé couvrait les maltraitances dans les crèches. Il y a eu une enquête... L'excellent bouquin de mon copain Victor Castaner, Les Ogres, qui avait déjà fait un truc sur les maisons de retraite et là qui fait sur les crèches. Je n'ai pas encore lu le bouquin, mais je l'ai entendu chez vous d'ailleurs, sur Inter. Enfin, dans la maison, chez Radio France. Voilà, je sais qu'on est au mou. Il y a eu ça, on a appris aussi que Gérald Darmanin, par une enquête de Mediapart, avait permis au PSG d'éviter de payer des millions d'euros d'impôts. Et on a aussi appris avec le cache investigation que Emmanuel Macron avait plus ou moins détourné de l'argent public via ce cabinet de conseil. Pourquoi est-ce que tout ça, qui sont quand même des scandales assez majeurs, ça fait pas la une des JT? Ou en tout cas, on en parle quand ça sort, et puis après, on a l'impression que ça revient. On en parle quand même. Là, McKinsey, j'ai regardé le cache investigation, mais on en avait déjà très largement parlé. Il y a eu plein d'articles. Le simple fait qu'on en parle prouve qu'on en parle. Toi, tu trouves qu'on n'en parle pas assez. Je sais pas, Gérald Darmanin, en l'occurrence, ne sera bientôt plus ministre de l'Intérieur. A priori, sauf si je dis une bêtise, il devrait quitter le gouvernement. Donc, ça m'intéresserait effectivement. Il est quand même sur les plateaux. Il dit voilà, moi j'ai des lignes rouges. En fait, là-dessus, moi, le PSG, j'ai juste posé une question chère à voile, mais j'ai pas du tout, avec à l'époque Kylian Mbappé et l'entraîneur du PSG, où je leur avais demandé pourquoi ils prenaient pas le train suite à un tweet du patron de la SNCF qui leur demandait de proposer le train. Mais moi, si tu veux, je n'y connais rien en foot, donc là-dessus, je peux vraiment pas du tout t'aider. Je sais pas. Donc il y a 3 ans, tu le disais, ça fait 10 ans que tu couvres Emmanuel Macron, mais il y a 3 ans, tu as écrit un livre sur lui qui s'appelait Élysée confidentiel. Dedans, tu interviewais des gens assez proches de lui. Si vous aimez la photo, mon co-auteur s'appelle Elliot Blondet. Abonnez-vous à lui sur Instagram. C'est un artiste. Non, mais je dis, c'est pas moi, je peux le dire. C'est vraiment Elliot Blondet. Voilà. Mais est-ce que à ce moment-là, quand tu côtoyais des personnalités de pouvoir, des élus, des gens entre guillemets importants, est-ce que tu n'as pas eu peur un peu de devenir une sorte de journaliste de salon? Est-ce que tu as eu peur pour ton intégrité? Mais bien, alors, pas pour mon intégrité, parce qu'ils sont pas attaqués à moi, ça fait genre non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Bien sûr, j'essaie tous les jours de rester à ma place entre reporters et journalistes effectivement qui couvrent de l'intérieur le pouvoir, donc je les vois de très près et j'essaie de pas tomber dans la collusion. J'ai jamais évidemment tutoyé par exemple Emmanuel Macron pour parler du président de la République, mais même les principaux responsables de l'opposition, moi je les vois, je reste à distance, je me permets parfois de tutoyer certains de leurs communicants, pas tous, mais oui, c'est tous les jours, et moi j'ai la chance
chance d'être basque, d'être bayonnais. Et dès que je rentre chez moi au Pays Basque, j'essaie de parler notamment à mes copains et mes amis du lycée encore, ou certains que je connais, et de pas devenir un espèce de... Pour pas être dans une bulle, ouais, quoi, de pas être un Parisien prétentieux et snob. Jamais. Mais c'est un travail de tous les jours. Hein. Et Paul Larouturou est toujours notre invité dans On n'est pas fatigué ce matin. Tu es avec nous pour analyser notamment l'actualité politique de cette rentrée. Alors je le disais tout à l'heure, Paul, on t'a connu reporter chez Quotidien, puis tu as été chroniqueur sur LCI. Et depuis un an, tu as entamé un nouveau chapitre de ta carrière de journaliste, puisque tu es devenu le nouveau visage des réseaux sociaux de TF1 Info. Oui, monsieur. Une question, pourquoi tu as choisi de quitter la télé ? Parce que déjà je ne l'ai pas totalement quitté, parce que j'ai eu la chance de faire un petit remplacement dans la matinale de TF1 cet été, j'ai adoré le faire. Mais en fait je me rends compte que pourquoi choisir quand on peut faire les deux ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai la très grande chance de me balader avec je vais pas faire de pub, avec une célèbre marque de smartphone. Suivez, comme vous avez compris. Donc c'est vraiment extraordinaire. Par exemple, quand Édouard Philippe a envie de dire à TF1 Info que selon lui, Emmanuel Macron a tué la majorité, c'est tout de suite sur TF1 Info. Donc abonnez-vous, hein. Je le dis juste une fois. J'ai le droit, en 40 minutes, j'ai le droit de le dire une fois. Allez, abonnez-vous sur coché. Insta, sur TikTok, s'il vous plaît, abonnez-vous à TF1 Info. Et donc on le sort tout de suite sur les réseaux. Et ensuite, voilà, j'ai la chance de travailler dans un groupe où il y a LCI, donc j'ai été très heureux pendant 2 ans, notamment avec Rotel Krief. Et donc on le multidiffuse, on en parle en plateau, etc. Et parfois ça finit dans le 13h de Marie-Sophie Lacaro ou dans le 20h de Gilles Boulot, et évidemment dans la matinale de Bruce Toussaint dont je parlais tout à l'heure. Donc si tu veux, j'ai la très grande chance de bosser dans un groupe où je suis ce qu'on appelle en digital first, d'abord sur internet, d'abord à la verticale dans les téléphones. Et la deuxième réponse à ta question, c'est aujourd'hui, une majorité de gens s'informent dans les téléphones. Et donc moi, j'ai vraiment fait le choix de quitter d'abord la télé. Avant, tu vois, notamment tous les jours de 11h à midi, j'avais comme toi un interview tous les jours en plateau. Et ensuite, je bougeais, je faisais mon petit reportage, ma petite chronique. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens, désormais, ils s'informent d'abord. Ils continuent évidemment à regarder énormément la télévision, mais d'abord quand même sur les réseaux. Et puis le troisième point, et après j'arrête, je sais que je fais des réponses trop longues, c'est qu'il y a quand même vraiment beaucoup de bêtises que je lis parfois sur Insta, sur TikTok, etc., notamment dans ma passion, la politique. Et donc je me suis dit, autant le combattre de l'intérieur. Et donc j'ai totalement basculé. J'essaye de tenter des petits formats. J'ai une caméra 360, des fois je tente des lives au salon de l'agriculture, etc. Et je m'amuse beaucoup. Et surtout on expérimente des trucs. Il y a des trucs qui marchent pas du tout. On ne peut pas forcément faire à la télé. Exactement, et d'autres qui marchent fort, voilà. Justement, pour passer sur les réseaux, en gros, on comprend que tu as beaucoup changé la forme. Tu penses téléphone, tu filmes à la verticale. Je crois que j'avais vu une interview où tu disais que ça te permet de te faufiler aussi dans les nuées de journalistes parfois. Exactement, oui. Mais est-ce qu'au-delà de la forme, il n'y a pas aussi le fond à réinventer dans le journalisme politique ? Si, bien sûr. Parce que la critique qui revient souvent, c'est que le journalisme politique, il parle plus des politiciens ou des partis que de la politique en elle-même dans le fond, quoi. Bien sûr, tu parles tout à l'heure de mon bouquin qui s'appelle Élysée confidentiel. Tu remarqueras, dedans, il n'y a pas de off, il n'y a pas l'entourage de machin. Il y a des noms propres. Moi, je déteste le off. Franchement, je le fais. Alors, je respecte les embargos. Il y a des fois où tu as une info, que tu dois avoir une. Et d'ailleurs, le service politique de TF1 là-dessus est absolument remarquable. Ils sortent aucune info sans avoir 3 sources. Ça, c'est du journalisme. Voilà. Donc, il est nécessaire d'avoir un peu de off, comme disent les Américains, pour avoir du background, pour savoir, selon machin, qui dit que ça. Donc, c'est normal d'attendre un petit peu avant de révéler au public les informations qu'on a, notamment en ce cas pour le remaniement. Encore hier soir, je vous donne un exemple. On était nombreux à penser que Rachida Dati allait également avoir le ministère de l'Éducation nationale. Mais moi, mes sources, en l'occurrence, c'est des gens qu'habituellement je crois. Sauf qu'en fait, on s'est un peu tous fait enfumer et qu'a priori, Rachida Dati reste juste. En tout cas, reste ministre de la Culture. Donc mais ça, par exemple, moi je l'ai tweeté parce que Darius Rochebin et Rotel Krief, on en parlait à l'antenne en se posant la question. Mais il faut évidemment pas tweeter de bêtises. Et donc c'est pour ça qu'il faut quand même respecter. Il y a à la fois des codes déontologiques qu'il faut respecter. Il faut accepter aussi l'accélération du temps. Il y a des infos qu'avant on sortait 2 jours plus tard, on ne peut plus, sinon c'est fini. Et en même temps, il y a vraiment des codes déontologiques qui sont hyper importants, qu'il faut respecter. Voilà. Mais là, c'est intéressant parce que pour moi, dans ta réponse, tu parles d'une politicienne de Rachida Dati et pas potentiellement du programme qu'elle pourrait porter dans le ministère qu'elle pourrait occuper. Tu vois, c'est parce que les programmes sont portés par des gens. Et Rachida Dati, on connaît son programme. Et là, clairement, c'est un gouvernement de droite. On va pas tourner autour du pot. C'est un gouvernement de droite. Ouais. Et d'après Emmanuel Macron, la France est de plus en plus à droite. Donc, on se doute que toutes les idées qui vont sortir seront plutôt de droite. Par exemple, Michel Barnier a été très remarqué pendant la primaire LR en proposant un moratoire sur l'immigration, par exemple. Donc, on sent que je peux sans aucun problème te parler du fond. C'est ce que j'essaie de faire aussi, évidemment, sur TF1 Info. Mais là, en l'occurrence, je te parle de personne parce que c'est un nouveau gouvernement. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir quelles sont les personnes qui vont porter les programmes. Mais tu as raison, il faut
toujours parler du fond des programmes aussi. Quel regard tu portes sur le travail de journalistes de ta génération, qu'on dit parfois militants? Je pense à des figures comme Hugo Clément pour Vakita ou Salomé Saké pour Blast. Ah, c'est marrant, je les connais les deux. Hugo, on s'est croisés au début, à la fin du petit journal, début du quotidien. Et Salomé est une bonne copine à moi. Et c'est vrai qu'on a des. D'ailleurs, j'ai hâte de lire son prochain bouquin. Toi, tu les qualifies comme des journalistes militants? Ça dépend. Hugo, c'est un excellent producteur qui, lui, se revendique militant environnemental. Et il le fait avec un très grand talent. Vakita, moi j'ai des copains là-bas, dont un mec qui s'appelle William Thorpe, qui a eu Paul Watson, tu sais. Et ils font vraiment, enfin, cette séquence. De l'ONG, voilà, Shepherd. cette séquence, exactement. Il est parti très loin là-bas pour faire une séquence. C'est vraiment du journalisme, quoi. Hugo, il revendique une forme de militantisme. Et Salomé, elle, non. Vraiment, cette question est marrante parce qu'on en parle beaucoup. Mais moi, je suis en tout cas d'une école beaucoup plus factuelle. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas militant et je n'émets pas de jugement sur mes collègues. J'évite de donner des leçons. J'essaie déjà de faire mon boulot le mieux possible et je vais pas donner des leçons aux autres. Ouais, okay, je mais comprends. oui, bien sûr, je suis d'accord. Il y a une génération qui est de plus en plus engagée et notamment sur la cause environnementale. Il y en a qui disent je suis pas engagé, j'essaie juste de sauver la planète. C'est un argument qu'il faut écouter. Très bien. Toi, maintenant, du coup, tu officies sur les réseaux. Et Ouais. sur les réseaux, les gens, ils sont acteurs. Ouais. Moi, je sais que quand je regarde une vidéo sur TikTok, sur YouTube, n'importe où, quand il y a un truc qui m'interpelle, je vais forcément regarder les commentaires, voir un peu les avis, les gens, ils échangent, ils argumentent, etc. Est-ce que, pour toi, c'est aussi devenu un réflexe de voir un peu les commentaires sous tes vidéos et Bien sûr. voire même d'en prendre compte pour tes productions futures? Alors déjà, il y a des réseaux différents, c'est-à-dire que même globalement, TikTok et Insta, les gens sont plus gentils que sur X ou ex-Twitter. Franchement, sur Twitter, on s'en prend, mais plein les dents, quoi. Il y a beaucoup de haine. Sur les autres réseaux, il y a aussi, je dirais, un peu plus d'amour. Franchement, je dis les choses comme je les vis, en tout cas. Et évidemment, en fait, il y a deux choses. La première, c'est que quand on me pose des questions, j'essaie soit en public, soit plus souvent en privé, de répondre le plus factuellement possible. Et je regarde vraiment énormément les commentaires et les vues aussi, les partages, etc., etc. Et puis, il y a aussi, notamment sur X, vraiment des gens qui sont juste vraiment des gros trolls, des gros haters qui t'insultent. Donc moi, maintenant, quand vraiment on en vient à l'insulte physique, que ce soit moi ou les personnes que j'interviewe, je masque et je bloque sur l'ombre d'une hésitation parce que j'essaie d'avoir une rentrée en paix et avec plein de bonnes ondes, donc ça dégage. Ok, Et mais en tout cas, tu regardes un petit peu ça et Bien sûr, t'en prends compte. Okay, évidemment. Super. On te souhaite du coup que de la paix dans ton métier de journaliste. Merci, merci Beaucoup beaucoup. d'amour. Merci beaucoup en tout cas Merci d'être passé infiniment à tous. nous voir pour parler politique, journalisme sur les réseaux sociaux. Je rappelle qu'on peut te retrouver du coup sur les réseaux de TF1 Info. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite là dans les médias? Comme à toute la France, un gouvernement et puis des bonnes ondes sur le terrain, parce que c'est vrai que je pense qu'on va pas s'embêter, donc juste de continuer ma vie. Voilà.